Vous avez vu une voiture de bousillé à Marseille, ou dans les quartiers nord, là, depuis le 15 mars? Pas une. Pourquoi? Parce que ce sont les quartiers en France, toutes les cités marseillaises sont celles, en France, vous m'avez pas entendu en citer une, hein. Elles sont parfaitement calmes, comme en 2005, parce que là, le pouvoir criminel est tel que les grands caïds ont dit non, 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 restez chez vous, faites pas les zouaves et restez tranquilles et tout ira bien. Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Vous êtes criminologue, enseignant au Conservatoire national des arts et métiers au pôle sécurité, défense et criminologie. Plusieurs scènes de guérilla urbaine ont eu lieu dans les banlieues françaises depuis le 18 avril. Est-ce que, selon vous, la situation est sous contrôle? Alors, je crois que on ne peut pas se contenter de présenter les choses comme ça. Naturellement, si on ne parle pas de ce qui se passe d'ordinaire et si on monte en épingle un événement en ignorant tout ce qui se passe autour, bien entendu, on n'y comprend rien. L'idée générale, j'imagine, ça ne consiste pas à se faire plaisir en disant n'importe quoi, ça consiste à approcher autant que faire se peut la réalité criminelle des banlieues en question, et c'est ce que font les criminologues sérieux, c'est-à-dire ceux qui sont dans une institution universitaire et qui sont soumis au contrôle de leurs pairs. À savoir que si je délire, si je dis que c'est une apparition de la Sainte Vierge qui a déclenché le bazar dans les banlieues, naturellement, il y a quelqu'un qui va me taper sur l'épaule et qui me dira bon, essayons de rester quand même dans la logique et dans le concret. Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est ceci. Depuis maintenant un demi-siècle, 50 ans, la République française a décidé qu'elle ne rétablirait pas l'ordre dans un certain nombre de quartiers figurant dans la zone périurbaine des grandes agglomérations françaises. En gros, la situation est celle-là. Les premières de ces émeutes, je vous le rappelle, ont éclaté quand M. Mitterrand entamait sa présidence de la République, déjà aux Minguettes, dans la banlieue lyonnaise, pendant l'été 1981. Nous sommes en 2020. Donc, ces phénomènes-là sont récurrents. Ils traversent des périodes de calme, il y a des phases d'agitation, et c'est naturellement par rapport à ces périodes d'agitation habituelles et usuelles, la pire de toutes, car tout le monde s'en souvient, étant celle de la fin octobre et du début novembre 2005, qu'il faut juger les événements actuels. Et depuis le début du confinement, c'est-à-dire depuis la mi-mars 2020, c'est-à-dire maintenant quelques semaines en arrière, on entend à propos de ces événements à peu près tout et n'importe quoi. Premièrement, comme indiqué dès le 13 mars sur une vidéo sur Boulevard Voltaire, il est évident que dans une situation comme celle du confinement, en général, la criminalité des rues, on ne parle pas de la criminalité en col blanc, comme ce que faisait M. Madoff ou d'autres dans les bourses et sur les places financières, on parle de la criminalité des rues, c'est-à-dire les agressions, c'est-à-dire les cambriolages, c'est-à-dire les vols de voitures, c'est-à-dire les braquages, les vols à main armée, etc. Dans la situation du confinement, cette criminalité-là ne peut que s'effondrer, et elle s'est de fait effondrée. C'est-à-dire que j'ai les résultats département par département, semaine après semaine, c'est entre moins 50 et moins 70% par rapport aux chiffres habituels de la même période du mois de mars ou du mois d'avril 2019, c'est-à-dire en comparant avec l'année la plus récente. Alors ça, c'est le premier point. Et il est évident que une des bases de la criminologie, c'est la notion, le fait de l'effet de déplacement. Il est évident que quand on empêche des bandits de faire quelque chose, ou quand ils se l'interdisent eux-mêmes parce que c'est trop dangereux, bien entendu, soit ils déplacent leur activité criminelle dans l'espace, c'est-à-dire je ne peux pas aller attaquer les commerçants à Deauville, donc je vais aller les braquer à Périgueux, ou alors ils le déplacent dans le temps, c'est-à-dire je ne peux pas braquer au mois de mars ou d'avril
pour des raisons que je vais vous donner maintenant, et à la suite de quoi je le ferai quand la situation sera redevenue pour nous normale. Qu'est-ce que c'est qu'une situation normale pour des bandits ? Quel qu'il soit et où qu'il soit, cet effondrement de la criminalité est vérifié partout dans le monde chaque fois qu'il y a un confinement, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans les différents pays d'Europe sur lesquels on a des statistiques fiables. Alors pourquoi ? Il est évident que quand il n'y a plus personne dans les rues étant balayées maintenant jour et nuit partout dans toutes les métropoles et toute la périphérie des métropoles par des caméras de surveillance, il est évident que quand vous êtes seul dans une rue après avoir braqué une épicerie, à supposer qu'elle soit ouverte, ou alors attaquer une petite vieille qui vient de faire ses courses, vous êtes naturellement repéré à l'instant. Et depuis le début du confinement, je vous donne une autre information, le taux d'élucidation de la police, c'est-à-dire quand la police attrape les braqueurs ou les auteurs d'une agression, cet taux d'élucidation ont progressé de manière énorme aussi. Bien entendu, quand il n'y a pas un chat dans la rue, alors d'abord, la capacité de commettre des crimes, elle est beaucoup moins forte. Comment voulez-vous violer des gens quand les rues sont vides? Comment voulez-vous cambrioler des appartements dans lesquels il y a 10 personnes, tout le monde, toute la famille est là? Et puis, comment voulez-vous braquer, par exemple, ou attaquer des commerces vides ou cambrioler des commerces vides, alors que dès que vous en sortez avec des paquets dans les mains, vous êtes sur la caméra de surveillance et on ne voit que vous dans la rue. Donc, sauf peut-être les cambriolages, excusez-moi, mais en Île-de-France, il y a 20% de la population qui est partie. Non, mais on parle là de ce qui se passe quand les gens ressortent avec les biens dans la rue et que la rue est vide. C'est naturellement, je vous dis, les taux d'élucidation de la police à l'heure actuelle sont extraordinaires. Alors, l'effet de rebond dans le temps va jouer, c'est-à-dire que dès que la situation sera redevenue normale pour les bandits, c'est-à-dire que les rues seront noires de monde comme d'habitude dans les métropoles, eh bien, ils reprendront leurs activités. Et là, l'effet de rebond dont je vous parlais jouera, c'est-à-dire qu'ils mettront, comme on dit dans le langage de tous les jours, les bouchées doubles. Et deuxièmement, le fait que la catastrophique Madame Belloubet a libéré ou évité d'emprisonner plus de 10 000 malfaiteurs, naturellement, sur lesquels il y en a à peu près la moitié de graves, quoi. Naturellement, il y a des escrocs, des gens qui ont battu leur épouse, ce qui est très mal, mais bon, ils ne vont pas réitérer tout de suite. En revanche, ce qu'on appelle les criminels d'habitude, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'activité criminelle au quotidien, il y en a quand même eu quelques milliers de libérés, et je peux vous garantir que dès qu'ils pourront sortir dans les rues sans se faire tout de suite repérer par les caméras de surveillance, ils vont se faire un plaisir de le faire. Donc, il y aura un effet de rebond. Ça, c'est pour la criminalité en général. Maintenant, si vous voulez bien, on peut passer à ce qui se passe dans les banlieues. Alors, si vous avez des questions spécifiques à me poser, faites-le. Tout à fait, merci. Donc, je voulais vous poser d'abord des questions sur la situation dans les banlieues et ces émeutes urbaines. Que s'est-il passé justement le 18 avril dans la cité HLM de La Caravelle à Villeneuve-la-Garenne? Alors, il s'est passé ce qui se passe en temps normal, hors confinement, toutes les semaines, plusieurs fois, dans des tas de cités françaises. L'acte en question, c'est-à-dire un heurt entre un voyou, mais alors en technicolor celui-là, c'est le nombre de mentions à son casier judiciaire, le nombre d'arrestations, les policiers à cette occasion-là ne sont pas tombés sur, comme on dit, un poussin de l'année, hein, c'est vraiment un criminel endurci, si on en croit naturellement les mentions et ce que disent la police et ce que dit le procureur. L'individu en question a été bousculé dans des circonstances qu'à l'heure actuelle nul ne connaît vraiment, et à la suite de quoi, dans sa cité, qui est une des pires de la région parisienne, elle est connue depuis zone franche urbaine, zone urbaine sensible, quartier de reconquête, tout ce que vous voulez, elle est connue comme le loup blanc, cette cité, depuis des décennies. Eh bien, naturellement, ses petits camarades de jeu, les gens de sa bande, se sont fait un plaisir de tout casser autour d'eux pour protester contre le fait qu'un de leurs copains avait été molesté. C'est quelque chose qui, depuis 30 ans ou 40 ans, se produit de manière hebdomadaire en France. Alors, voilà, c'est une fois de plus, mais maintenant, comme naturellement le confinement, dans un premier temps, a fait s'arrêter toute manifestation d'hostilité dans les banlieues en question, le temps que les individus en question comprennent, le temps qu'ils se ressaisissent, le temps que ils sont pas seuls en cause, hein, ils ont des caïds, ils ont des gens, et il y a aussi le pouvoir très important des femmes dans les clans
issues de l'immigration, celles qu'on appelle poétiquement les mamans des cités, vous savez, elles ont un pouvoir très fort sur la vie du clan, et donc dans un premier temps, elles ont été effrayées par cette histoire d'épidémie. J'ai des sources sur le terrain. Je ne me contente pas de lire les dépêches de l'AFP, ni de recopier ce que m'envoie le ministère de l'Intérieur, contrairement à, hélas, beaucoup de journalistes dits d'investigation. Donc, notamment, j'ai des amis de longue date, de plus de 30 ans, qui habitent eux-mêmes. Alors, les criminologues, vous savez, des fois, ils fréquentent les gentils, des fois, ils fréquentent des gens un peu plus bizarres. Je suis un homme poli, je ne pose pas trop de questions, mais je ne suis pas sûr que mes petits camarades de jeu de la Seine-Saint-Denis, qui sont issus des Balkans, soient tous pratiquement des enfants de Marie. Mais en tout cas, ils ont des yeux pour voir, ils sont en face de la cité des Bosquets, et les premiers soirs, il y a eu les matchs de foot, les barbecues, etc. Les mamans sont sorties en disant « mais vous êtes fous, enfin, regarde, ta sœur est enceinte, qu'est-ce que tu veux là, tu veux la faire mourir, etc. » Donc, dans un premier temps, il y a eu un contrôle. Mais naturellement, ce que j'ai dit dès le premier jour, et là je vais vous donner des chiffres après ça, ces événements-là recommencent maintenant parce que l'effet de rebond qui joue pour la criminalité en général joue là aussi dès que le gouvernement qui a géré toute cette affaire de manière mais incroyablement teinté d'amateurisme, si vous voulez. Dès qu'ils ont dit, alors voilà, alors à partir du 11 mai, ok, ben pour les individus en question, vous savez, c'est pas des génies du crime, hein, ils sont assez bas de plafond, ils ont dit, ben voilà, c'est terminé, donc on redescend et on recommence. Et donc, ils ont repris leur activité criminelle ordinaire. C'est d'ailleurs ce que disent les syndicats de police. Les syndicats de police disent, ben voilà, entre guillemets, la normale, c'est-à-dire des émeutes à répétition dans les banlieues, est en train de reprendre. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Et ça n'est remarquable que par le fait qu'il n'y a rien eu pendant 3 semaines. D'accord. Donc la situation est relativement sous contrôle. Mais la situation est d'autant plus sous contrôle que la manière dont les choses se passent, elle est connue. On le sait, ou on devrait le savoir, depuis 2005. En 2005, il y a eu des émeutes terribles. À la suite de quoi, il y a eu des analyses et des enquêtes qui ont été faites. J'ai fait publier dans la revue du ministère de l'Intérieur, les cahiers de la sécurité intérieure, une étude de 2 chercheurs qui travaillaient avec moi à la fac de droit en 2007, sur le fait de démontrer qu'il n'y avait pas du tout, comme dit encore récemment un journaliste, d'insurrection générale des banlieues en 2005. Partout où il y a eu des actes d'agitation en 2005, des déprédations, des voitures brûlées, des policiers agressés, des bâtiments incendiés, etc., dans tous les endroits où ça s'est produit, à commencer par les tout premiers sites où le feu a pris après la mort des 2 gamins là, dans le transformateur électrique au mois d'octobre, fin octobre 2005, dès ce moment-là, nulle part, même, y compris même à Clichy-sur-Bois, aucun acte d'insurrection n'a duré plus de 3 jours. Alors vous avez une espèce d'incendie qui s'est propagé de proche en proche, de la cité truc à la cité machin, du quartier truc au machin. Au total, ça fait 21 nuits, mais sur les 21 nuits, jamais. Donc, ce que je vais faire, après l'émission, sur votre mail, je vais vous envoyer la carte où on voit ça parfaitement clairement, en disant Clichy-sous-Bois, Sevran-les-Baudottes, etc. Tous les endroits qu'on connaît maintenant, vous verrez parfaitement. Les carrés noirs, c'est là où il y a eu une insurrection urbaine avec plus de 10 voitures brûlées ou 20 voitures brûlées, etc. Rien de ça n'a duré plus de 3 jours. Donc, vous avez l'impression d'un phénomène qui dure 21 jours, mais il n'y a pas eu 500 cités en révolution pendant 21 jours. Il y a eu de proche en proche, à raison de 2 ou 3 par soirée, des cités qui sont agitées. Tout ça est connu depuis 2005. Et si à l'heure actuelle, le gouvernement nous dit craindre, c'est ce que disent les journalistes avec lesquels il est fréquemment en contact, une insurrection générale des banlieues, cette insurrection générale des banlieues, elle est fantasmatique. Elle n'a pas eu lieu en 2005 et elle n'est pas plus en courant aujourd'hui. Ça fait 2 jours que ça dure, en gros la nuit du 20 au 21 et la nuit du 21 au 22. On verra où on en sera dans une semaine. D'accord, donc la situation actuelle n'a rien à voir pour l'instant avec 2005. Si elle a à voir avec 2005 à plus basse intensité. Je vais vous dire où on en est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le secrétariat d'État à la ville, vous savez, la politique de la ville, etc., a une carte des quartiers d'à peu près un millier de quartiers en France dans lesquels il y a des problèmes de nature violence urbaine. Là-dedans,
il y a le renseignement territorial qui a fait une analyse en 2018, mais comme ces quartiers-là, c'est toujours les mêmes depuis 50 ans, l'analyse de 2018, elle est encore valide aujourd'hui. J'ai demandé, on m'a dit, ouais, à Epsilon Press, c'est encore bon. Il y a 700 quartiers considérés comme problématiques ou dangereux. Et il y a 4 niveaux. Les 3 premiers niveaux, c'est-à-dire très, 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 très dangereux, c'est-à-dire les cités qu'on appelle les quartiers sensibles de non-droit. Vous voyez, non-droit, hein, ça c'est de la prose officielle. C'est pas un journaliste qui invente, c'est de la prose officielle. Quartier sensible de non-droit, il y en a une soixantaine, puis deuxième niveau, puis troisième niveau, puis quatrième niveau. Quatrième niveau, on l'oublie, c'est quelques symptômes. Mais les 3 catégories dangereuses, les 3 niveaux dangereux, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ça fait 700 quartiers. Où en est-on à 11 heures ce matin aujourd'hui? Sur les 700 quartiers concernés par les violences urbaines, qu'il y ait un jour d'agitation ou 2, on en est à l'heure actuelle à 53 quartiers repérés dans lesquels, je vous livre, Évreux, quartier de la Madeleine, Toulouse, la Rainerie et le Mirail, Bordeaux, les Aubiers, Béziers, la Devèze, Grenoble, quartier Mistral, etc. Toujours les mêmes depuis des décennies et des décennies. C'est là, en gros, où les bandits font la loi. Alors là-dessus, vous avez 53 cités sensibles ou quartiers sensibles sur 700 qui, à 11 heures ce matin, avaient été touchés par des prédations, des incendies de voitures, des jets de cailloux sur la police, etc. Cela fait sur les 700 quartiers 7,6% du total. Et donc, pour les 60 quartiers les plus durs, à l'heure actuelle, il y en a 9 qui sont concernés. Les 9 en question, je vais vous les lire pour que vous les sachiez. Grenoble, quartier Mistral, Chanteloup-les-Vignes, la Noé, Mantes-la-Jolie, le Val-Fouré, Sartrouville, la Cité des Indes, Trappes, le quartier des Merisiers, Grigny, Grigny 2, Villeneuve-la-Garenne, là, ça a démarré la Cité du Luth, qui est un haut lieu de la vente de drogue depuis à peu près François Mitterrand, hein. Aulnay-sous-Bois, les 3000, et Saint-Denis, les Francs-Moisins. Voilà, ça, c'est les 9 cités qui sont concernées par un ou plusieurs phénomènes de violence urbaine depuis le 15 mars. Et la liste a été mise à jour ce matin, le 22. Elle est tenue par des contacts que nous, criminologues, on a une base documentaire et on a des contacts à proximité de ces quartiers-là qui nous permettent d'en avoir une liste, alors à 1 près ou à 2 près. Voilà la réalité des choses. Donc, revenons donc sur cette qualification de zone de non-droit. Donc c'est le plus haut, donc la plus haute qualification, comme vous le décrivez. Qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers? Donc c'est un non-droit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en temps ordinaire, vous voulez dire? Vous parlez de non-droit. Alors, c'est simple. Dans ce quartier-là, c'est soit l'imam du quartier, soit le caïd du quartier qui fait la loi. Je vais ajouter quelque chose qui est très important. Les caïds en question, ceux qui contrôlent le trafic des stupéfiants à partir des cités, ils dorment sur des trésors de fric dont vous n'avez pas idée. Voilà, depuis maintenant plusieurs années, ce que je vous dis figure dans tous les rapports de police, il y a à peu près, dans les 700 quartiers en question, il y a en gros, au sommet de la pyramide, une centaine de caïds. Les centaines de caïds en question vendent désormais au moins autant de cocaïne que de cannabis. Ils vendent toujours du cannabis sous la forme résine ou sous la forme herbe, mais ils vendent de plus en plus de cocaïne. Je vais vous donner des chiffres maintenant. Récemment, il y a eu une cargaison de 3 tonnes, 3000 kilos de cocaïne qui a été saisie à Marseille. Récemment, c'est récent, quoi, février, début mars, fin février, début mars. Si vous prenez maintenant les caïds des cités, ce sont des demi-grossistes. Ils n'achètent pas la drogue directement dans la jungle en Amérique latine, la cocaïne, mais ils la répercutent soit dans des cargaisons qui arrivent par le sud, c'est-à-dire par le sud de l'Europe, par les Balkans, par l'Espagne, ou alors ils la récupèrent à Amsterdam. Ils vendent donc des quantités de cocaïne qui tournent entre eux par livraison, pour leur vente à eux, de 100 kilos à 10 kilos. Eh bien, si vous prenez la proportion au tarif du demi-grossiste d'une tonne de cocaïne, de 3 tonnes de cocaïne, pardon, 3000 kilos de cocaïne, et vous prenez la quotité de 100 à 10 kilos le prix de vente. Chaque livraison de 3 tonnes procure à ces individus-là
un profit, un bénéfice de 70 à 100 millions d'euros. 70 à 100 millions d'euros. La cocaïne étant vendue dans la rue, 40 euros le demi-gramme. Vous voyez, multiplié par des tonnes, etc. Le grossiste, il prend ce qu'il doit prendre. Le demi-grossiste, il prend ce qu'il doit prendre. Et ce qu'il doit prendre sur une cargaison de 3 tonnes de cocaïne, c'est de 70 à 100 millions d'euros. J'ai fait faire tous les calculs par des copains des stupes et ils sont bons. Vous voyez qu'ils ne sont pas à la gorge à une journée près, qu'ils peuvent entretenir la cité pendant 15 jours ou 3 semaines, le temps qu'on puisse recommencer le business. Parce que, bien entendu, toujours de non-deal, ben c'est de l'argent perdu. Alors, ils sont comme les commerçants normaux, ils sont comme, si vous voulez, les hôteliers. Bien entendu, ce sont des malfaiteurs et il faudra les mettre en prison, mais ils ont exactement les mêmes problèmes. Sauf que ils ont des réserves gigantesques, parce que l'argent qu'ils touchent, il n'est pas soumis à impôt. Il est sur des comptes à Dubaï ou je ne sais pas trop où, alors gardé sous forme de billets dans les caves. Et donc, ils ont toute la réserve pour tenir. C'est ça la situation dans les cités. Donc, l'embrasement de certaines cités dont on parlait n'a pas de rapport avec l'assèchement de ces ressources financières engendrées par le trafic de drogue. Dès 2005, et encore cette fois-ci, ce qu'on entend et ce qui nous remonte, c'est que les caïds laissent faire les petits pour qu'ils se défoulent pendant 2-3 jours et qu'au bout de 2-3 jours, ils leur disent « Ok, ça va comme ça, doucement les basses ». La preuve de ce que je vous dis, mais la preuve absolue, vous avez vu une voiture de bousillés à Marseille, ou dans les quartiers nord, là, depuis le 15 mars? Pas une. Pourquoi? Parce que ce sont les quartiers en France, toutes les cités marseillaises sont celles, en France, vous ne m'avez pas entendu en citer une, hein, elles sont parfaitement calmes, comme en 2005, parce que là, le pouvoir criminel est tel que les grands caïds ont dit non, 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 restez chez vous, faites pas les zouaves et restez tranquilles et tout ira bien. C'est la raison pour laquelle les cités les plus dangereuses en France, Roubaix notamment, ou d'autres, la Bourgogne et l'Epeul à Roubaix, etc., tout ça est calme. Pourquoi? Parce que quand il y a un vrai pouvoir criminel, les criminels ont arrêté, alors naturellement, ce que je vous dis n'exonère en rien le gouvernement. Le fait que depuis 50 ans, on ait laissé des quartiers tomber à ce point-là sous la coupe de criminels qui font la pluie et le beau temps, ils arrivent à interdire à des gamins de ces quartiers-là d'aller casser ou brûler des voitures à l'extérieur, ce dont personne d'autre n'est capable en France, et surtout pas le gouvernement, et encore moins le pauvre Castaner. Hein. Donc, vous voyez un peu le fait d'avoir laissé tomber des quartiers sous la coupe des criminels, c'est un absolu scandale et ça fait 50 ans que ça dure. Maintenant, les événements qu'on voit là depuis depuis 3 jours, depuis le week-end dernier, c'est des événements qui se passent en temps ordinaire toutes les semaines partout en France. Reparlons d'ailleurs de ces émeutes. Quels sont les modes opératoires utilisés par ces jeunes? Alors, moi j'ai un motif d'étonnement, c'est de voir à quel point ils balancent un déluge de pétards d'artifice, vous savez, les fusées qui servent à faire les feux d'artifice, mais pourquoi on leur vend? J'ai un autre motif d'étonnement, on en lit tous les jours, toutes les semaines dans la presse, qu'il y a un jeune dans la cité qui a été lynché par d'autres voyous à coups de batte de baseball. Qui joue au baseball en France, nom de Dieu? Pourquoi on vend des battes de baseball à ces gens-là? C'est quand même incroyable. Personne, il y a peut-être une équipe de riches bourgeois américanisés qui jouent au baseball. En dehors de ça, personne ne joue au baseball. Tout le monde joue au foot, au rugby, comme sport collectif. Et donc, pourquoi y a-t-il autant de battes de baseball en circulation? De même, pourquoi y a-t-il autant de pétards d'artifice ou de fusées ou de mortiers d'artifice, comme on dit, en vente, alors que bon, ça devrait servir une fois pour le 14 juillet et pas plus, quoi. Pour l'instant, quel est le bilan humain de ces émeutes? Très faible, très faible. Il y a eu une douzaine de blessés et il y a sans doute moins de blessés policiers ou gendarmes policiers de blessés qu'en temps ordinaire. À savoir que ça, c'est des incendies de poubelles, c'est des incendies de voitures, c'est des choses spectaculaires qu'on voit sur toutes les télés avec des pétards qui pètent dans tous les sens, mais c'est pas Mogadiscio, quoi. Justement, peut-on parler de prudence utilisée par la stratégie du gouvernement? Est-ce qu'on peut parler de prudence pour ne pas aggraver la situation et de calmer un peu dans l'œuf ces émeutes? Moi, ce qui me frappe depuis le 13 mars, c'est l'impéritie de ce gouvernement en matière de sécurité, le fait qu'il ne comprend rien et qu'il fait tout de travers. Ça, c'est à coup sûr. Voilà. Alors, j'ai expliqué pourquoi.
Dans le temps, il y avait, dans la hiérarchie policière, il y avait des hauts fonctionnaires de police qui allaient sur le terrain, qui voyaient les choses. Maintenant, beaucoup moins. Et donc, ceux qui sont sur le terrain, qui vont sur le terrain, qui connaissent la situation des banlieues, qui connaissent tous les voyous de la banlieue dans laquelle ils sont, les uns après les autres, car ceux qui dirigent les émeutes dans les quartiers où ils sont pas connus, ils sont célèbres. Les flics les voient 20 fois par mois au commissariat. Encore toi, Momo, oh, je rien fait, monsieur. Bon, bah, très bien, on va voir. Alors, hop, voilà, procès verbal, et puis on le relâche. Mais ils les connaissent par cœur. Vous prenez la PAC de nuit dans un quartier en Seine-Saint-Denis, ils vous font la liste des voyous, ceux qui incendient, ceux qui pillent, etc. Ils la savent par cœur. Ces gens-là ne sont pas des inconnus, des clandestins, quoi qu'ils mettent des cagoules ou des capuches pour pas se faire repérer sur un acte précis. Ils sont connus comme le loup blanc. Voilà. Alors, malgré tout, dès le début, on voit ça, non pas directement, parce que Castaner, je ne sais pas si vous l'avez vu, ces temps-ci, dire des choses à la télé, mais on le voit peu, quoi. Alors, maintenant, il fait passer des messages aux journalistes avec lesquels il est en état de complicité. Dès le premier jour de confinement, vous lisez dans tous les journaux, mais allez voir, enfin, tout le monde l'a vu, les cités vont craquer, etc. Or, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que, bien entendu, en pareil cas, ça n'est jamais au début que les choses deviennent graves, c'est en fin de processus. Vous avez vu, entre le 15 mars et le 20 avril, il ne s'est rien passé, ou presque. C'est-à-dire qu'entre le 15 mars et le 20 avril, la quantité d'actes de violence urbaine dans les banlieues en question était beaucoup plus faible. Au lieu d'être beaucoup plus fort, il était beaucoup plus faible que d'habitude. Et donc, vous avez affaire à des gens qui ne voient pas bien ce qui se passe sur le terrain, qui ne comprennent pas grand-chose, qui doivent manquer de sources de terrain. Donc, à titre préventif, ah mon Dieu, c'est grave, ça va craquer, etc. Mais non, on sent très bien un manque de maîtrise de la situation et un manque de compréhension de la situation. Ce que je vous dis, l'effet de déplacement, quand on ne peut pas maintenant, ok, on repousse au mois suivant, quand on ne peut pas le faire ici, ok, on le fait là, eh bien cette analyse-là, plus l'analyse réelle et réaliste de ce qui s'est passé en 2005, aurait dû permettre au gouvernement de dire, OK, pour l'instant, pas de problème, mais attention à la fin du confinement. Ce langage-là que moi je tiens depuis le 13 mars, il a fallu un mois pour que le gouvernement le traîne et le tienne. Et cette impéritie-là, elle est dans tous les domaines. Moi, je vais vous dire une chose. Dans un autre domaine, j'ai vu le 26 février un haut fonctionnaire, un préfet. Le 26 février passé, ce préfet m'a dit la chose suivante: nous sommes devant une pandémie hors contrôle, le 26 février. Et il m'a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire, le terme pandémie hors contrôle a un sens extrêmement précis, on ne sait pas l'arrêter, on ne sait pas la soigner. Voilà. Le 26 février, la direction du ministère de l'Intérieur, donc M. Philippe, donc M. Macron, savait ça. Et c'est un mois après qu'ils ont commencé à dire « Ah oui, tiens, il faudrait peut-être des masques », après avoir dit que ça ne servait à rien parce qu'on n'en avait pas. Donc vous voyez cette espèce d'impéritie, cette politique du chien crevé au fil de l'eau, quoi. Ah oui, après ça, bah tiens, on va faire ci, on va faire là. Ah, vous n'êtes pas d'accord, mais on va faire autrement, etc. Tout ça, c'est grave, et notamment dans le domaine sécuritaire. Parce qu'à l'heure actuelle, les grands frères, les caïds, ils regardent ce qui se passe et ils en tirent des leçons. Revenons sur le terrain. Quelles sont les armes utilisées par les policiers pour faire face donc à ces mortiers ou aux voitures brûlées? Alors, la seule arme efficace, naturellement, dans ces cas-là, c'est l'arrestation. C'est le fait de choper des gens, de les juger en flagrant délit et de les mettre quelques semaines à l'abri de la tentation dans une prison quelconque. Ce qui n'est pas fait. J'ai une collection, mais énorme, de communiqués ou de recensions sur les insurrections en question, celles qui se passent, celles de Villeneuve, etc., et puis les autres, celles de Mistral, etc. Et 9 fois sur 10, c'est communiqués ou ces recensions qui émanent de la préfecture ou du journaliste du coin, etc., se terminent par la phrase « il n'a pas été procédé à des arrestations ». Voilà. Donc, les gens ne sont pas arrêtés, et vous savez, la base de la criminologie, c'est tout simple. C'est même tellement simple que ça peut passer pour une boutade. La phrase qui gouverne tout le socle de la criminologie, c'est la suivante: les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Eh bien, on ne les arrête pas, ce sont des âmes simples, ils continuent. Voilà. Donc, on n'a pas arrêté de gens, et deuxièmement, les rares qu'on arrête,
sont remis dans la circulation dès le lendemain matin sous prétexte qu'ils risqueraient d'attraper la grippe. Hein, voilà. Donc c'est ça la réalité. J'aimerais aussi vous... il n'y a pas la mitrailleuse dans la foule, bien sûr. J'aimerais aussi vous interroger sur... il existe aussi des bavures policières en banlieue. Évidemment. Ouais. Comment voulez-vous? Évidemment, il est évident que vous êtes constamment dans les cités en question menacé par 1000 provocations. Le gamin qui en vélo va faire exprès, la frangine, etc., les lasers qu'on vous met dans les yeux pour vous éblouir, les trucs qui vous tombent sur la tête de tous les côtés. C'est littéralement, c'est pas la guerre, la vraie, c'est pas Verdun, bien entendu, mais on est dans des situations où ceux qui sont dans ces situations-là, les malheureux, les policiers de terrain, pas toujours aussi bien suivis que ça par leur hiérarchie, parce que vous avez vu, dès qu'il y a un pet de travers, ah mon Dieu, l'IGPN, on va faire des enquêtes, etc., les policiers devraient naturellement avoir une présomption d'innocence. Pourquoi il y en a une pour les voyous et pourquoi il n'y en a pas une pour les policiers ou pour les gendarmes? C'est invraisemblable, cette histoire-là. Alors, moins d'IGPN et plus de soutien aux policiers du terrain. Les policiers du terrain, ils font ce qu'ils peuvent. Et de temps en temps, eh ben voilà, vous avez vu le citoyen là, à Villeneuve, 14 fois arrêté, machin. Eh ben, à moi, je dis quelque chose. Le fait que le ministre de l'Intérieur n'arrive pas à la télévision aux 20h et dise « Vous avez vu ça ?» Ben, c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas être là. Il serait resté chez lui confiné. Il n'aurait pas une jambe cassée. Point barre, j'ai rien d'autre à déclarer. Le fait qu'au contraire, on se couche, qu'on dise on va faire des enquêtes, etc., ça ne fait qu'encourager les voyous. Voilà ce qui se passe. À l'heure actuelle, je peux vous dire une chose, c'est que du haut en bas de l'institution de la police et de la gendarmerie, et même chez les préfets, l'amertume est grande. Hein. On ne les utilise pas comme on devrait les utiliser, parce que, je vais vous dire, dans les cités en question, ceux qui mènent la danse, ceux qui agrègent la meute et ceux qui attaquent, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ce sont des noyaux durs, on les connaît. Voilà, je vais vous donner un exemple qui vous permettra de comprendre à quel point des fois ça tient à peu de choses. Un beau jour, dans la grande banlieue parisienne, c'est-à-dire Essonne ou quelque chose comme ça, les statistiques criminelles à la fin de l'année baissent énormément. C'est-à-dire les agressions, les violences urbaines, etc., par rapport à l'année d'avant, moins 50%, quelque chose comme ça. Alors on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On a changé le commissaire de police, on l'a remplacé par Gengis Khan. Eh ben non, c'est le même, le procureur, c'est le même aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est qu'au début de l'année en question, il y a 2 frères qui se sont tués en moto parce qu'ils n'avaient pas de casque. C'est sur la même moto. La disparition de ces 2 individus-là, pour les quelques mois qui ont suivi, ont fait plonger la criminalité parce que, naturellement, c'était eux les poussent au crime. Donc, si on veut faire revenir le calme dans les banlieues, mais pour de bon, on identifie les pouces au crime en question, on les met au trou. Vu ce qu'ils font en permanence, il y a tous les prétextes et même les raisons valables pour le faire. Et on n'écoute pas Madame Belloubert, ah ben non, il risque d'attraper, vous pensez donc, s'il tombait malade, ça serait dommage. Moi, le zèbre, je veux la mort de personne, bien entendu, mais si le zèbre de Villeneuve à la Garenne, qui a été blessé, était resté chez lui tranquillement, il ne lui serait pas arrivé ce qui lui est arrivé. Sa maman des cités ou pas, aurait dû lui conseiller de rester chez lui, quoi. Dans le Canard enchaîné de ce 22 avril, un mail du préfet de Seine-Saint-Denis a été dévoilé, craignant des émeutes de la faim dans son département. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas à la place des gens. Les émeutes de la faim, ça me paraît quand même, un peu gros à dire, parce que là aussi, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'économie souterraine, elle enrichit ces quartiers-là. Ce n'est pas du Zola. Les garçons en question, ce ne sont pas des émules de Jean Valjean, quoi, qui va aux galères parce qu'il a volé un morceau de pain. Ce sont des sottises. Je viens de vous dire, 3 tonnes de cocaïne de vendues, pour le demi-grossiste, 70 à 100 millions d'euros. Comprenez ce que ça veut dire? Alors moi, j'ai fait un calcul une fois. On nous serine toujours que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. Ok, sauf que c'est faux. Parce que si on réintroduit la quotité d'économie souterraine, c'est-à-dire que si vous savez, maintenant, l'Union européenne oblige à mettre certaines activités criminelles dans le produit intérieur brut, parce qu'autrement, c'est déséquilibré et on n'y comprend plus rien. Et donc, on met le même quota que l'Union européenne. Alors, la France, qui est quand même, en termes de fonction publique, un pays de faux cul, mais alors grave, ils envoient ces statistiques-là pour Eurostat à Bruxelles,
mais ils ne les publient pas en France. Alors moi, j'ai cherché dans les statistiques Eurostat à Bruxelles et j'ai retrouvé, si on réintroduit le même quota d'économie souterraine dans l'économie de la Seine-Saint-Denis, c'est le deuxième département le plus riche de la région parisienne et c'est un des 10 plus riches de France. Évidemment, ils ne vont pas déclarer au fisc l'argent de la cocaïne ou de l'héroïne ou des putes, des petites jeunes filles mineures qui mettent sur le trottoir, etc. Évidemment, ils ne vont pas le faire. Donc, oui, mais vous parlez de souterraine. Oui, mais vous dites qu'en gros, qu'ils arrosent les cités et tout ça, mais c'est pas des Robins des Bois non plus. Mais non, mais c'est leur clan. Ces gens-là ne vivent pas seuls, ils vivent en clan ou en tribu, évidemment. C'est-à-dire que le dealer, il arrose 20 personnes autour de lui. Comment vous croyez qu'ils vivent? À part le RSA, mais compte tenu du train de vie, ça ne permet pas de boucler la fin du mois. Comment imaginez-vous? Mais chaque four, un four, c'est un endroit où on vend la drogue. C'est un plan, on disait dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, on dit un four. C'est-à-dire que chaque four rapporte de 10 000 à 20 000 euros par jour. Alors, évidemment, beaucoup d'argent est aspiré par le sommet, mais il y a ceux qui chauffent à l'entrée de la cité, il y a ceux qui vont faire les approvisionnements entre l'endroit où la drogue est garée et puis l'endroit où on la vend, il y a ceux qui sont les vendeurs, il y a ceux qui surveillent le dispositif parce que les voleurs se volent entre eux, donc il y a une autre équipe qui peut venir leur piquer leur drogue, etc. Et donc l'ensemble du dispositif, ça fait à chaque fois des centaines de personnes impliquées et donc des dizaines de personnes dans chaque famille qui sont arrosées par ça. C'est quelque chose qui inonde. La preuve, mais là encore, c'est pas des élucubrations. La preuve, il y a quelques années de ça, il y a une très grosse opération de stup qui a eu lieu dans une cité de Seine-Saint-Denis. Vous allez rire, 2 mois plus tard, 40 à 50% des habitants de la cité n'arrivent plus à payer leur loyer, que d'ordinaire ils payent en liquide. Vous avez compris pourquoi? Eh bien voilà, ce n'est pas quelque chose qui enrichit un individu. Chaque point de deal en fait vivre des familles entières. Voilà. Et donc, tout cela, eh ben, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'émeute de la faim chez eux, parce qu'ils ont intérêt à être discrets sur l'origine de leur argent. Tout est payé en liquide. Vous habitez dans Paris intramuros, vous avez le fils qui vous demande d'où vient la différence de 5 euros entre ceci et cela, vous franchissez le périphérique, vous allez dans ces quartiers-là, il n'y a jamais de contrôle fiscaux. C'est ce que le gouvernement dissimule sa lâcheté sous le fait de dire faites preuve de discernement. Le discernement, c'est ça. C'est regarder ailleurs quand il y a un crime et pas inspecter les kebabs et les trucs en banlieue, fiscalement. Lors des émeutes en 2005, on avait parlé justement d'envoyer l'armée. On n'est pas encore à ce stade. Mais on n'y sera jamais, voyons, donc c'est absurde. Je ne sais pas quel politicien a délire encore inventé pour ça. L'armée n'est pas qualifiée pour le faire. L'armée est faite pour tuer les gens. C'est son métier. Enfin, vous voyez ce qu'il faut au Mali, quoi. Et à juste titre, d'ailleurs, on est bien content qu'ils soient là-bas pour le faire, parce que si on ne les combat pas là-bas, on sera obligé à plus tard de les combattre chez nous. Là non plus, ce n'est pas une invention. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand en 82 ou 83, on a fui le Liban parce qu'il y avait eu des bombes. 3 ans après, les bombes pétaient dans les rues de Paris. Donc, ce sont des âmes simples. Quand vous reculez, ils avancent. Voilà, je parlais des islamistes là, mais c'est pareil pour les bandits. Donc naturellement, c'est pas l'armée. La France a une troupe qui est faite pour régler ce genre de situation-là, c'est la gendarmerie nationale. Il est évident que ce qu'il aurait fallu faire depuis longtemps, il y avait la possibilité de le faire. Quand il y a eu, vous savez, le Bataclan, là, Charlie Hebdo, etc., il fallait réquisitionner un immeuble dans chacune des pires 100 cités de France, installer là-dedans une gendarmerie et de dire à partir de maintenant, les gens traversent dans les clous, ils mettent leur casquette à l'endroit, ils disent bonjour à la dame dans l'entrée de l'immeuble, plus de pitbull et tout le monde obéit. Voilà, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Je ne trahis pas un grand secret, ça a été proposé à l'époque par un ministre, profitant de l'énorme émotion après la tuerie là, du Bataclan et les islamistes, etc., de l'État islamique, eh bien, M. Hollande a dit non parce que ça risquait de fâcher Mme Taubira. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est pas à l'armée, on va pas envoyer les blindés aux minguettes, c'est de la dinguerie, quoi. Et je vous garantis, comme ces gens-là sont des lâches, qu'ils sont forts simplement du fait qu'on leur riposte jamais, qu'on les laisse faire, qu'on fait preuve de discernement à leur égard. Vous mettez des vrais gendarmes avec des armes à feu dans la cité en disant « Monsieur, il y a une arme pointée sur moi, j'applique le règlement militaire, retour du feu », c'est fini dans la semaine, ce sont des lâches, tout le monde le sait. Est-ce que vous craignez l'arrivée du Ramadan ce 24 avril?
Je sais pas. Je sais pas parce que beaucoup des musulmans en France, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, quoi, les Maliens, les Sénégalais, etc., sont des soufis qui ont une pratique de l'islam assez paisible. C'est pas des excités d'islamistes, etc. Les gens en question, j'en ai eu beaucoup comme étudiants, ils étaient épouvantés parce qu'il s'est passé au nord du Mali et les massacres et Boko Haram, etc., ça les terrifie. Donc ces gens-là en question ne sont pas du tout dans une logique de djihad. Si vous voulez, dans les musulmans, il y a plusieurs catégories. Il y a d'abord la grande majorité qui considère, comme en France les catholiques ou les protestants et les juifs, que la religion est une affaire personnelle, que c'est une affaire de la sphère personnelle, qu'on a la foi ou qu'on ne l'a pas, que quand on le peut, on va prier à l'église ou à la mosquée ou alors à la synagogue, etc., et que ça regarde personne. Maintenant, il y a une minorité dans les musulmans qui pense qu'il y a eu un pouvoir de l'islam dans les siècles passés et qu'il faut le restaurer. Et là-dedans, il y a encore une minorité qui pense que restaurer ce pouvoir de l'islam doit se faire par la force des armes. C'est Al-Qaïda, l'État islamique, etc. Alors ceux-là, naturellement, oui, ils sont décidés à semer la perturbation. Ils ne sont pas majoritaires dans l'islam de France, loin de là, et reste à savoir si, vous savez, la période est très troublante quand même. Vous avez compris qu'en 3 semaines, la vie des gens a complètement explosé. Que j'ai 73 ans, un acte qui m'oblige à rester chez moi parce qu'il s'est passé un événement extraordinaire. Vous voulez que je vous dise, dans ma vie, la seule fois où j'ai vu ça, c'était en 61. J'ai pas pu aller passer le week-end chez mes cousins parce qu'il y avait le putsch en Algérie et que peut-être les parachutistes allaient sauter. Voilà. Dans ma vie, ça a été 61 et puis 2020. Il s'est rien passé de ce niveau-là. Alors, les gens qui sont croyants, peut-être y verront-ils une manifestation de la colère divine et comment vont-ils réagir? Naturellement, je ne peux pas vous le dire. Mais ceux qui en tireront des conséquences négatives sur la vie en société, de repli sur soi, etc., dans l'islam français, sincèrement, je crois qu'ils sont minoritaires. Alors, bien entendu, vous avez vu ce qui s'est passé en 2015 et puis dans l'année qui a suivi, il suffit de peu de gens pour commettre des crimes abominables. Mais je ne vois pas une majorité des millions de musulmans en France se jeter dans une espèce d'agitation folle pour ce ramadan-là. Évidemment. Non, je parlais juste en fait des conséquences sur le confinement. En fait. Ah ben, elles seront terribles, bien entendu. Ils ne vont pas se confiner. Évidemment, ça va. C'est-à-dire que c'est tellement contraire à leur pratique habituelle, beaucoup auront du mal à s'y contraindre. Alors, en termes d'agitation sociale, naturellement, conséquences modernes, mais en termes de santé publique, ça risque d'être terrible. Revenons aux forces de l'ordre. On en a beaucoup parlé cette année de violences policières contre les gilets jaunes. Est-ce que c'est appréhendé de la même façon avec les émeutes urbaines? Est-ce qu'on peut comparer ça avec donc les émeutes urbaines? Alors, je constate la chose suivante, c'est que la répression des manifestations de gilets jaunes, concrètement, a été beaucoup plus sauvage et beaucoup plus brutale que toute la répression de toutes les émeutes à répétition, notamment celle de Grenoble à la même période, où vous aviez un communiqué disant il n'a pas été procédé d'arrestation et le gilet jaune qui avait fait un boire d'honneur ou qui avait montré son derrière aux gendarmes, il était soumis à la répression, quoi. Ou alors deux malheureux qui avaient piqué de petites cuillères aux Fouquettes, qui se sont trouvés pourchassés jusqu'au milieu de la France pour être arrêtés et jugés. Alors là, effectivement, il y a eu 2 poids 2 mesures. Mais il y a une grande lâcheté de l'appareil d'État devant ce qui se passe dans les banlieues. Au début de son septennat, M. Macron a fait mine de s'intéresser à ça. Vous vous souvenez, il a invité M. Borloo dans une espèce de conférence à répétition sur les problèmes des banlieues. Des conférences sur les banlieues, on en fait depuis 50 ans, quoi. Ça n'a jamais servi à rien. Vous avez vu, à chaque fois, c'est la pagaille. Voilà. Alors, on continue, mais très vite, après avoir soulevé le couvercle des banlieues, M. Macron l'a refermé en disant « Oups, ça sent pas bon » et il a renvoyé M. Borloo à ses chères études, tourner manège, hop, un petit tour et puis rentre chez lui. Et depuis, naturellement, on ne fait plus rien. Eh bien voilà, ces banlieues pour lesquelles on ne fait rien de ce qu'on devrait faire dans le domaine du maintien de l'ordre notamment, elles viennent de se rappeler au bon souvenir
de M. Castaner, de M. Philippe et de M. Macron, et apparemment, ça a l'air de leur faire très peur. Merci beaucoup, M. Hofer.